cérémonie. Je vais demander à notre député de nous rejoindre. Il fait l'honneur d'être là avec nous. Voilà, je voulais peut-être vous dire un petit peu comment va se dérouler la cérémonie pour que vous puissiez effectivement vous y retrouver. Au nom du conseil municipal, je vais dire un petit mot d'accueil. Monsieur Ali Tanzi, pour le comité Yad Vashem d'Aquitaine, prendra la suite. Monsieur François Guggenheim prendra la suite. Il représente Michel Harel, consul général d'Israël à Paris. Ce sera le moment de la remise des médailles, et donc on remettra les médailles à Madame Michel Chaudruc pour si vous avez de magnifiques photos, regardez-les juste. Faut, je crois, qu'on les réincarne dans nos têtes et dans nos cœurs, et donc à la fois pour Simone et André Salsis, dont elle est la fille. Alors je cherche Joël Fondronnier, le petit-fils, il est là. Voilà. Alors venez, c'est vous les vedettes, hein, donc vous vous mettez devant, à côté de Madame Chaudruc. Voilà, très bien. Mettez-vous là, très bien, c'est parfait. Voilà. Et Monsieur Joël Fondronnier est le petit-fils de la famille Fondronnier, donc qui a accueilli Louis Lévy, dont nous allons parler. Ensuite, il y aura des remerciements, notamment Yael Gris, c'est vous, madame, qui avez fait œuvre, je dirais, de recherche au sens très fort du terme, et avec un petit film de 5 minutes. Michel, madame Chaudruc et Marie-Caroline, qui est là pour la famille celle-ci, Joël Fondronnier pour la famille Fondronnier, et Monsieur Mayer pour l'association qui a été consul honoraire de France en Israël. Et Monsieur Mayer, il est là. Alors, vous venez avec nous, Monsieur Mayer. Voilà. Ensuite, Madame Françoise Laurent, qui est ici, que je salue, qui est conseillère départementale et qui représente la présidente du conseil départemental, prendra la parole. Et ensuite, nous aurons le discours de Madame Véronique Schaff, sous-préfète, que je salue, qui représente Madame la préfète. Et elle se terminera, nous écouterons l'hymne national israélien, nous écouterons la Marseillaise, et ensuite il y aura un vin d'honneur. Voilà le fil directeur de notre cérémonie. Voilà, je vais maintenant vous dire un petit mot pour commencer. Madame la sous-préfète, monsieur le député, madame la conseillère départementale, monsieur le représentant du consul d'Israël à Paris, monsieur le délégué de Yad Vashem Aquitaine, monsieur le consul honoraire d'Israël, je veux excuser Pierre-Jean Pudal, le maire de Sainte-Livrade, qui a été la ville d'accueil de Louis Lévy, et Jacques Bordry, tous les deux ont à la fois des ennuis de santé et des rendez-vous familiaux très importants. Et franchement, ils nous ont envoyé des mots très gentils. Et je voulais les excuser devant vous. Mesdames, Messieurs, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à Agen, dans notre maison commune, l'hôtel de ville, et le faire dans notre salle des illustres. D'abord à ceux qui viennent de très loin, à ceux qui viennent d'Israël, et donc je les salue. Vous ne nous avez pas amené le soleil du Moyen-Orient, mais bravo la prochaine fois, d'accord. Et qui, par la présence aujourd'hui, nous rappelle de manière encore plus forte la valeur hautement symbolique de cette cérémonie. Je veux saluer également Michel et Marie-Caroline Chaudruc. Donc, chère Madame Chaudruc, je suis très heureux de vous retrouver, à la fois pour l'histoire dont on va faire mémoire, et aussi parce que vous êtes, et vous, et puis
et puis Christophe et Marie-Caroline et tous les Chaudruc, une très belle famille à Genèse que je veux aujourd'hui saluer. Je salue aussi Monsieur Fondronnier, qui représente la famille d'Émile Fondronnier. Je sais combien la démarche que vous avez engagée pour que vos aïeux soient reconnus justes parmi les nations est particulièrement exigeante. Et c'est d'ailleurs très bien comme ça, que ça ne soit pas galvaudé et que ça soit particulièrement exigeant. Et je vous en remercie au nom de la ville d'Agen. C'est ma collègue Clémence Brandolin-Robert qui m'en a informé depuis longtemps. Elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Je vous prie d'accepter ses excuses. Je veux saluer le travail remarquable. Je disais que c'était un travail exigeant et surtout, M. Ali Tansi ne changeait rien. Il faut qu'il reste exigeant et remarquable ce travail du comité français pour Yad Vashem et que notamment il soit incontestable historiquement. Je remercie M. le consul général d'Israël et M. le consul honoraire de nous honorer de leur présence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord le travail de mémoire, ou plutôt, pour reprendre les mots du grand rabbin de France, Haïm Korsia. On a eu la chance de l'avoir parmi nous lorsqu'il est venu à Agen pour inaugurer notre école Simone Veil. Lui, il dit, je n'aime pas le mot, je le cite, Haïm Korsia, je n'aime pas le mot devoir de mémoire, je préfère le travail de mémoire. La République française a fait un long chemin en la matière, pas facile, douloureux. En 2000, elle a officialisé le terme de juste parmi les nations et a choisi le 16 juillet, date anniversaire du Vel d'Hiv, comme journée nationale d'hommage à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Le président Jacques Chirac, et c'est assez émouvant d'en parler maintenant alors qu'il vient de nous quitter, avait compris l'importance de ce travail de mémoire et avait eu le courage de prononcer cette phrase qui reconnaissait la complicité de l'État français dans la déportation des Juifs. Cette phrase, nous l'avons en mémoire, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Dans cette période, une des plus odieuses qu'ont connue la France et l'Europe tout entière, certains hommes, certaines femmes ont été remarquables. Comment pourrions-nous qualifier le comportement d'Émile Fondronnier qui a recueilli, puis caché le jeune Louis? Comment ne pas admirer la réaction de Simone et d'André Celsi qui permit à Louis d'échapper aux miliciens, c'est-à-dire les Agenais, à sa recherche, à une mort certaine? Émile, Simone et André ont été exemplaires, à l'image des 30 justes. On l'oublie souvent, mais notre département a 30 justes qui font son honneur et qui ont été reconnus en Lot-et-Garonne à ce jour. J'ai relu les circonstances qui ont permis de sauver Louis Lévy. Et quelque part, ça m'a fasciné. À 2 reprises, on ne peut être qu'admiratif devant leur clairvoyance et leur courage. Il est des périodes, il est des heures, il est des moments où la peur, où l'hésitation n'ont pas leur place. Et Émile, Simone, André n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas hésité. Ils ont eu les idées claires. Ils ont eu les réflexes justes. Mais pourquoi ont-ils eu les idées claires et les réflexes justes? Car ils avaient, au fond de leur cœur, des convictions fortes. Et ils ont sauvé la vie de Louis Lévy. À ce moment-là, il faut prendre très rapidement la bonne décision. Ils se sont comportés en juste face à cette folie meurtrière nazie qui embrasait l'Europe. Nous, les Agenais, il faut qu'on se rappelle que ça s'est passé chez nous, dans une de nos écoles, où un enseignant a dit sur le moment à Louis de s'enfuir tout de suite avec son ami. C'est Émile Fondronnier qui le recueillera à Sainte-Livrade et qui, de Sainte-Livrade, le cachera dans une exploitation forestière des Landes
au péril de sa vie. Je le redis, cela se passe chez nous, j'allais dire dans la maison Gantier, à Agen, rue Grande Horloge. Simone et André Celsi s'interposaient les minutes nécessaires pour que le jeune Louis s'échappe. Il s'interpose et il trompe 2 miliciens pour permettre à Louis de s'échapper. Cette cérémonie, on le sent, empreinte d'émotion, nous permet, nous qui vivons depuis plus de 60 ans dans une Europe apaisée, de faire mémoire de cette période. De faire mémoire aussi de celle de ceux de nos compatriotes qui n'ont pas tremblé et qui ont résisté. J'ai en mémoire la phrase qui figure sur une plaque dédiée aux justes, installée dans la crypte du Panthéon. Cette plaque fut dévoilée par Simone Veil, alors présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et par le président de la République, Jacques Chirac. On peut lire, bravant les risques encourus, les justes ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance, d'humanité. Alors oui, aujourd'hui, pourquoi le cacher? Nous sommes émus, nous sommes fiers qu'Émile, Simone, André, des Agenais, des Lot-et-Garonnais, plus de 70 ans après, soient reconnus, merci à vous, soient reconnus et que leur soit remis à titre posthume la médaille des justes parmi les nations. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous permettent d'être réunis pour leur hommage. Merci à ceux qui ont fait le travail aussi obscur pour mettre en lumière cette histoire. Je pense tout particulièrement au Comité français pour Yad Vashem, qui nous permet de faire ce travail de mémoire essentiel, au moment où, partout dans le monde, il faut ouvrir les yeux, la peur de l'autre et le repli sur soi reprennent de la vigueur. Celui qui ignore son histoire se condamne à la revivre. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous remercie pour vos propos aussi chaleureux et si émouvants compte tenu du contexte de ces événements. Et je suis d'autant plus content d'être ici. J'ai beaucoup organisé des cérémonies comme celle-ci par la présence de jeunes. Il est important que les jeunes sachent le passé de leur pays, qu'il y a des belles choses, heureusement, qu'il y a des choses moins belles. Il y a un tout. Et il faut qu'ils comprennent que dans les moments difficiles, des gens hors du commun, des gens simples, ont sauvé des gens parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas eu peur, ils ont agi. Et je vais vous faire un peu d'histoire quand même pour rappeler ce qu'était l'époque et pourquoi il y a des justes et pourquoi on les honore. Quand je me penche sur les années les plus sombres, les plus tristes de notre histoire contemporaine, 75 ans après les événements qui nous réussissent aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer devant vous la honte et le courage, la peur et l'affection. Revivre aujourd'hui, ce dimanche 3 novembre 2019, un douloureux passé, c'est avant tout comprendre pourquoi nous rendons hommage aux justes. Joachim du Bellay écrit « France, mère des armes des lois, qui m'a longtemps nourri du lait de ta mamelle. » Or, dans cette nation lentement façonnée, enrichie par la pensée des grands esprits et des idéaux révolutionnaires, il faut se rappeler que quelques mois après l'armistice, dès le 10 octobre 1940, il y a des Français qui ne sont plus des Français comme les autres. Il faut se souvenir la proclamation des lois raciales qui est la suite logique de l'antisémitisme renaissant de la fin du IXe siècle, amplifié par Édouard Dumont et relié par la collaboration empressée de l'État français avec l'Allemagne nazie. Et les étrangers, les plus vulnérables, ceux qui ne sont pas des étrangers comme les autres, venus se réfugier dans la France de leur imaginaire pour se sauver et y vivre en paix, mais vite marginalisés, désignés, abandonnés, livrés à l'occupant. Pourquoi le simple fait d'être juif à cette époque a provoqué la haine froide, impitoyable, rationnelle, méthodique, a conduit à l'extermination des communautés dans les pays d'Europe envahis par l'Allemagne d'alors, secondée par ses zélateurs locaux. Amoureux écrit dans La vie des Français sous occupation, lorsque le troupeau a été privé de moyens de défendre, on le marque avant de le massacrer.
En 1953, le législateur israélien crée l'Institut Yad Vashem pour garder à l'esprit la tragédie que les hommes et les femmes, des enfants et des vieillards ont vécu, exclus, marqués, traqués jusqu'à l'arrestation, voués à la déportation, à la mort. Cependant, dans tous les pays occupés, des hommes et des femmes ont résisté à leur façon, ouvrant leur foyer à des fugitifs inconnus, effrayés et perdus, les protégeant, cachant, réconfortant, nourrissant, sauvant simplement d'autres hommes et d'autres femmes. Ce sont eux que la loi israélienne a voulu faire reconnaître et honorer. C'est juste parmi les nations dépourvues du danger qu'ils couraient et qu'il faut découvrir à leur famille, on soustrait d'un sort hideux ces familles juives fugitives. Nos concitoyens, ces justes, ces rebelles, comme il a été dit, ont été discrets pendant l'occupation et étaient par la suite, invoquant simplement qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire au mépris de l'arrestation, de la déportation et parfois de la mort. Sauver, aider, nourrir, geste simple, me direz-vous, mais quelle liberté ceux qui ont ouvert leur foyer à des inconnus sans défense. Que faut-il dire à ceux et à celles qui ont préservé la vie des hommes? N'oublions pas les 76 000 déportés au départ de la France, dont 2100 enfants. Sur 67 000, 2500 sont revenus et pas un seul enfant. La réunion de la gratitude et du souvenir d'être connu et invoqué, on ne tue pas la mémoire. Les enfants doivent savoir ce qu'ont fait leur père, les enfants doivent savoir ce qui a été fait pour leur père. La communion des âges et la transmission du souvenir sont les liens puissants et amicaux qui rassemblent et relient les familles et les générations pour être aujourd'hui la preuve vivante. La loi israélienne a choisi d'être rigoureuse en définissant les conditions d'attribution de la médaille des justes. Elle est remise à des civils non juifs. Civils, car c'est librement qu'ils ont agi sans obéir à une autorité militaire, ni suivre un engagement politique. Non juifs, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'entraide, d'actes de solidarité humaine, il s'agit d'hommes et de femmes hors de la communauté juive qui ont caché et protégé si on trouvé refuge chez eux. Qui sont-ils, me direz-vous? Il y a de tous les côtés. Les agriculteurs, les provisions de santé, les membres du clergé, les artisans, les industriels, les policiers, les gendarmes, ça continue. Des commerçants, des enseignants, des anciens militaires, des domestiques et tant d'autres venant de tous les milieux et originaires de partout. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2019, on avait recensé 27 362 justes dans le monde, dont 4 099, je crois, en France, et 644 pour l'Aquitaine, 36 pour la Haute-et-Garonne, et 3 dans l'agglomération, c'est-à-dire un au passage d'Agen et un à Boué, puisque j'ai fait une cérémonie par là-bas. Donc il y avait 3 personnes originaires d'Agen. Que s'est-il passé en 1940? En 1940, la famille Lévy, des parents et 3 enfants, après bien des aléas, se réfugient à Agen et louent un appartement à monsieur et madame Celsis. Ils iront se cacher par la suite à Auvillard. Lui, le fils, est inscrit à l'école pratique d'Agen. Un jour de 1944, l'enseignant, prévenu d'une rafle imminente, dit à Louis Lévy: tu quittes la classe et autorise son ami Jean Fondonnier à l'accompagner. Les 2 jeunes ont rejoint Saint-Ivrard en vélo, où Émile Fondonnier, père de Jean, qui est aussi exploitant forestier dans les Landes. Ils vont rejoindre un chantier entre Mont-de-Marsan et Bayonne, où l'effectif est passé de quelques salariés à une 50aine de réfugiés. Les maquis sont nombreux. Les personnes en situation irrégulière sont nombreuses aussi. Ils s'y cachent, lui fuyant, réfractaires, du STO résistant et tant d'autres. Le travail de forestage est dur, mais quelques mois après leur arrivée, les Allemands développent une rafle dans la région. En pleine nuit, ils sont prévenus et fuient et se cachent. Un muletier qui connaît bien la région les aide à s'échapper. Des milliers d'hommes et de jeunes sont sauvés. Les damans, devant leur insuccès, mettent le feu à la forêt et attendent. C'est la rafle qui est connue sur celle du 21 avril 1944. Ils arrivent à se sauver, ils rejoindront Saint-Ivrard, mais la situation change. Lui et ses frères Fondonnier s'engageront par la suite à Libération dans les forces françaises libres. Mais lorsqu'il sera à Saint-Ivrard, Louis Lévy veut revenir à Agen. Il veut reprendre ses affaires. L'immeuble où la famille Lévy a loué l'appartement appartient à monsieur et madame André Celsis. Ils sont le genre de fille d'une famille connue de parfumeurs sur Agen. Il a succédé à sa belle famille, Gantier, qui possède une fabrique de parfums. Sur le pas de la porte, il engage la conversation de lui. 2 miliciens s'adressent alors à André Celsis. C'est vous, Lévy? Il repousse le garçon avant qu'il ne réagisse et dirige les miliciens vers le 2e étage, car il sait qu'à cet étage, il n'y a personne. Entre-temps, il dit à Louis Lévy de fuir. Il le fait. Il redescend et pose la même question.
À ce moment-là, celles-ci se répondent de façon ouvertement et attendent qu'il s'éloigne. Comme quoi, le culot et le courage a lui ses élèves. Le sang-froid et l'à-propos dont a fait pour Lévy a permis à Louis de rejoindre des appuis pharmaciens et de se sauver. C'est ainsi avec son ami qui rejoindront les forces françaises libres par la suite. Les forces de l'intérieur, les FFI. 2 sauvetages pour le même jeune homme, la même spontanéité, la même prévoyance et la présence constante de son fidèle allégeant. Le légitime émoi des communautés en France, tout encore meurtri par l'humiliation, la souffrance et la peur, le deuil a été repris et réconforté par la communauté nationale qui a reconnu l'action des juges parmi les nations en retenant la date de la rafle du Veldi du 16 juillet 1942 pour en faire une journée nationale et gardant en mémoire les crimes racistes de l'Allemagne nazie et de l'antisémitisme de l'État français. Cette reconnaissance a trouvé sa consécration et sa place légitime au Panthéon le 18 janvier 2007, lorsque le président Jacques Chirac a placé les juges parmi les nations auprès des grandes figures de notre pays en faisant entrer dans l'histoire pour l'éternité ces authentiques résistants. Nos institutions ont pris le relais du souvenir communautaire. Après l'État, ce sont les communes qui évoquent le sauvetage de son concitoyen qui ont trouvé refuge dans leurs murs. Cet hommage et le rassemblement d'aujourd'hui sont des purs exemples de patriotisme et de paradigme républicain. Depuis, le souvenir et l'affection se perpétuent, je le sais, je l'ai vu. La conjonction de nos parcours et de nos souffrances nous conduit à dire à vos jeunes, à tous les jeunes, ce qui s'est passé, ce qui a été accompli. Un jeûner et passant pour aider et n'oublions pas. Je veux terminer par une phrase que j'ai puisée dans La Rochelle du temps passé. Proust écrit ceci: l'oubli est un puissant instrument d'adaptation à la réalité, car il est peu pour nous le passé survivant qui est en constante contradiction avec elle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Madame la sous-préfète, monsieur le maire, monsieur le député, chère madame, cher Jean-Michel, chère famille, chers amis, permettez-moi, je vous lis un message, c'est pas le mien. Permettez-moi de vous demander de bien vouloir excuser mon absence, pardon, de monsieur Michel Tougassi-Harel, car mon absence au dernier moment, en raison d'une obligation diplomatique de dernière minute qui m'a interdit avec beaucoup de regrets d'être parmi vous ce jour exceptionnel. Je remercie mon ami François Guerin, là c'est moi, vice-président du comité français pour Yad Vashem, qui a accepté au pied levé de venir pour me remplacer. Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première phrase, tirée du Talmud, et la seconde, tirée de la Torah, n'ont pas été de vains mots pour monsieur et madame Celsi, ainsi que pour monsieur Fondrelier. Ces paroles ont guidé leur cœur, et ils ont su mettre en parfaite application ces 2 préceptes, qui sont le fondement même de l'humanité, et ce, à une période où le mot « humanité » avait perdu tout son sens. Ils n'écoutèrent que leur cœur quand ils ont recueilli, caché et sauvé, à leur risque et péril, monsieur Louis Lévy, madame Mayer, traqués par les nazis, car coupables d'être de confession juive, en un temps où être juif était passible de mort. Les justes, au plus fort de cette période sombre qu'a connue la France, ont eu le courage de braver l'autorité au péril de leur propre vie et de celle de leur famille, en sauvant des êtres humains dont le seul crime était d'être juifs. Ils l'ont fait avec leur âme, avec leur cœur, avec leur sang, car beaucoup y ont laissé leur vie. Les justes considèrent pourtant
que ce qu'ils ont fait était naturel. Pensons même souvent qu'ils auraient pu en faire davantage. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont agi par devoir. Devoir d'humanité, devoir de citoyen et devoir de français. C'est pourquoi, par leurs actes héroïques, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents d'une mort certaine, mais ils ont aussi sauvé la dignité humaine et l'honneur de leur pays, la France. Ces justes sont la fierté de la France, telle que l'a dit Jacques Chirac en janvier 2007. La France rendait alors, et pour la première fois, un hommage national aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. C'est ainsi que ces héros ordinaires devinrent les héros de la France. Je tiens également à saluer ici tous les justes anonymes et la résistance française et la résistance juive qui ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper à la barbarie nazie. Mesdames et messieurs, chers amis, le peuple juif n'oublie pas. Pour la mémoire des 6 millions de morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, et aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer et d'entretenir le souvenir de cette tragédie. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement de l'expression d'un témoignage de gratitude profonde et de reconnaissance. Nous sommes et serons à jamais reconnaissants aux justes pour ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie. C'est ce qui nous donne encore la force de croire en l'humanité. En sauvant de la barbarie nazie, Madame et Monsieur Celsi et Monsieur Émile Frondonnier furent cette petite lumière qui refusa de s'éteindre et continua à briller dans la nuit noire qui s'abattit alors sur la France. C'est avec un grand honneur et avec beaucoup d'émotion que je vais remettre aujourd'hui, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif reconnaissant, la médaille des justes parmi les nations à titre posthume à Madame Simone Celsi, à Monsieur André Celsi et à Monsieur Émile Frondonnier. Je vais les remettre à l'instant à Monsieur, pour la famille Celsi, à Madame Michel Chaudru, qui est à ma gauche, et pour Monsieur Émile Frondonnier, qui est représenté par son petit-fils, Joël Frondonnier, également ici à ma gauche, à qui je remets à l'instant cette médaille des justes. Je vous remercie. Mettez-moi à côté. Pour les photographes, et me les regardez. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. C'est bon pour les photographes? Eh bon, allez. Madame la préfète Véronique Chaff, Monsieur le député Michel Ozana, Monsieur Dionys Mervagin, Monsieur Guggenheim, représentant de l'État d'Israël en France, Monsieur Ali Tansi, délégué du comité français pour Yad Vashem, chère famille Frondonnier, chère famille Celsi, chères familles, chers amis,
Mesdames et messieurs, une section du Talmud, les Maximes des Pères, nous livre la réflexion suivante. Là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Il y a quelques jours, je me suis rendue à Yad Vashem à Jérusalem où nous résidons. Je pensais à la présente journée et je me sentais apaisée à l'idée que les noms des 3 nouveaux faits justes parmi les nations, Simone et André Celsi, Émile Abel-Fondrenier, trouvent leur place dans ce lieu de mémoire où ils seront gravés dans la pierre. Je voudrais rendre un bref hommage à Madame Marie-Juliette Vielcasa-Petitcol, dont l'ouvrage Lot-et-Garonne, terre d'exil, terre d'asile m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Elle écrit dans la conclusion « Si près des 3/4 des Juifs de France sont encore vivants à la fin de la guerre, c'est en grande partie grâce à l'ample mouvement de solidarité de la population. 21% des Juifs de France ont été déportés. On peut estimer à moins de 10% ceux qui l'ont été du Lot-et-Garonne, un pourcentage très inférieur au pourcentage national. Il faut néanmoins reconnaître que le département n'est que peu occupé par les forces allemandes et que la géographie de ce petit pays rural favorisait la clandestinité, mais on ne saurait négliger l'immense élan de solidarité et la générosité des Lot-et-Garonnais auxquels tant de Juifs doivent la vie. Fille et nièce de la fratrie Lévy, c'est avec une immense émotion que je rencontre aujourd'hui pour la première fois les descendants d'Émile Abel-Fondrenier, de Simone et André Celsi, qui sont décorés aujourd'hui à titre posthume de la médaille et du diplôme remis au juste parmi les nations. En 1940, Gaston Lévy, mon grand-père, quitte Saint-Miel, dans la Meuse, avec sa femme Thérèse et ses 3 enfants non mariés, Marcel, Loulou, Louis et Colette, ma mère, suite à l'invasion de la France par l'Allemagne nazie et aux lois anti-juives du gouvernement de Vichy. Saint-Miel fait partie de la zone interdite de retour après l'occupation allemande. Après un long périple, il s'installe à Xaintrailles, dans le Tarn-et-Garonne, puis en ville, à Agen, en octobre 40, pour scolariser Loulou et Colette. Conformément aux lois de Vichy, la famille se fait recenser en mairie. Les autorités, vous voyez le mot juif, disposent alors du fichier des juifs résidant dans le département, fichier qui permettra, comme partout en France, dans l'État français plutôt, les rafles ciblées des juifs français ou étrangers, et ce, dès l'année 1942. À partir de 1944, les rafles se multiplient. Beaucoup de juifs réussissent à obtenir des faux papiers et déménagent dans la clandestinité. La famille Lévy est alors locataire de la famille Celsi, 18 rue Grande Horloge. Les Celsi possèdent une boutique de parfumerie en rez-de-rue et habitent au premier étage. Les Lévy résident au second. Colette est en cours moyen 2e année à l'école Scaliger, renommée depuis peu école Simone Veil. Loulou est élève à l'école pratique. Marcel est en apprentissage à la pharmacie Hirsch. Les Celsi hébergent dans leur appartement les enfants Lévy quand il y a des rumeurs de race imminente de juifs. Ce courage et cette humanité leur faisaient prendre des risques extrêmes. Marcel écrit à Simone et André Celsi en 1978. « Je me souviens de votre courage et de votre gentillesse quand vous m'avez caché chez vous alors que j'étais souffrante et qu'on nous avait prévenu qu'il y allait avoir une rafle. Madame Chaudruc me rappelait également que sa maman disait à ces temps-là, je faisais dormir la petite chez moi. La petite, qui avait 10 ans, était sans doute ma mère. Émile Abel-Fondrenier a lui hébergé Loulou quand il a dû sortir en plein cours, alerté sans doute par M. Pomarède de la rafle en cours. Jeannot Fondrenier a alors emmené Loulou chez ses parents. Émile, le père, a emmené les adolescents de 17 ans se cacher dans la forêt des Landes vers Saint-Gor, puis est allé les rechercher et les cacher après que les Allemands aient mis feu à la forêt pour faire sortir du bois les Juifs et les maquisards. Au péril de sa vie, il les a ensuite hébergés quelques jours chez lui avant de les ramener vers le maquis. Ces gens-là nous ont ramenés chez eux, dans des sacs de jambon. Et Madame Fondrenier, on est arrivé chez eux, ils avaient pris une villa de 4 pièces ou 5 pièces, on les
sais pas si tout le monde était arrivé chez eux, mais je crois me rappeler que le soir, on était qui nous a arrivés chez eux, on devait être 7 ou 8 bonheurs. Et Madame Pascal, tu vois, c'est l'oreille aurait pu avoir la médaille. oh là, oui, ben tiens, ça me fait de la peine. Si tu veux, donc on est arrivé chez ces gens-là, et donc le lendemain, ils nous ont ramenés chez eux, on a mangé chez eux. Et le lendemain, on n'était pas resté là, petite ville là, sur des petits patins, une petite ville comme Oh, c'était un bourg, comme Brielle de Château, Ouais, un petit patin de 2000 habitants, 3000 habitants, une petite ville là, ils étaient et alors, donc, le lendemain, je suis parti. Entre ces deux séjours à Sainte-Livrade, puis dans les Landes, Loulou est repassé par la rue Grande Horloge à Agen et doit la vie au sang-froid et à la grandeur d'âme. Ils nous ont ramenés chez eux. Je coupe celle-ci. Attendez. On m'a dit, je passe à Agen. Donc à ce moment-là, le père Fondroyer, c'est-à-dire le père de mon camarade à Saint-Livrade, m'a dit, j'ai dit, je vais aller, je peux voir mes parents. Il m'a dit, que viens, je vais vous envoyer au maquis, les gars. Donc, lui faisait de la résistance et il y avait des groupes de maquis en Lot-et-Garonne. Et il a dit, je vais vous envoyer au maquis, vous allez. Il était en formation, il était bien. Alors j'ai dit, bon, je vais aller voir mes parents, puis je reviens. Je suis donc parti voir mes parents, je suis resté 2 fois chez eux. Quand je suis revenu à Agen, au moment où je suis revenu à Agen, j'ai pris le train, je suis arrivé à Agen par le train, évidemment, et je suis descendu pour aller dans la maison de la rue Grande Horloge où nous habitions. Et dans cette rue Grande Horloge où nous habitions, les gens qui nous avaient loué un appartement, c'était des parfumeurs en gros. Et en bas, il y avait un magasin de parfumerie, avec un petit laboratoire dans lequel ils faisaient du parfum. J'en sais rien, on fait ils faisaient acheter des plantes, ils faisaient du parfum. Au premier étage, ils habitaient eux. C'était le gendre et la fille du propriétaire, et qui travaillaient dans la maison avec eux. Et puis nous, on avait 12 mots. Et quand je suis arrivé à Agen, donc c'était donc en 44, donc c'était au mois d'avril 44. Monsieur Celsi, c'est lui qui avait été au premier étage, qui était le gendre du propriétaire qui travaillait là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, je cherchais des affaires, j'avais donc la clé, ou c'était eux qui avaient la clé. Et il y avait un magasin, et à côté du magasin, il y avait une porte qui accédait aux étages. Et donc, lui m'a trouvé là, et il m'a dit, tu vas déroger où? Et donc, il m'a dit, attends, ma femme va aller. Et j'ai posé ma petite valise en carton, qu'elle devait bien. J'ai posé ma petite valise dans l'entrée, dans le petit couloir, là, qui était noir. Et puis je parlais avec lui, et puis on a entendu sa femme qui arrivait. Sa femme arrivait, elle avait un petit magasin de détail, de parfumerie. À l'époque, elle est arrivée quand elle est rentrée là. Et quand on était ensemble, en train de sur le pas de la porte, là, elle m'a dit, tu vas venir manger avec nous. Bien sûr, donc elle m'a dit, et on a aperçu d'un seul coup 2 miliciens, tout à fait débonnaires, qui se baladaient dans la rue. Tu sais, ils avaient des uniformes de miliciens à l'époque. On a vu des miliciens qui descendaient, tranquilles, la rue, tranquille. Le affaires sociales, et puis ils sont arrêtés à notre demeure. Et ils ont demandé monsieur le fils. Comment encore? C'est quand même un souvenir. Je pense que c'était mon père qui venait chercher, parce qu'on avait des parents qui venaient chercher. Mais ce monsieur Celsis, il avait une présence d'esprit extraordinaire. Il a dit, je crois qu'il avait la clé de l'appartement du 2e étage.
savait très bien qu'il n'y avait plus personne, il s'est poussé sur le bras. Il leur a ouvert la porte très large et il a dit c'est trop tôt, messieurs, ils sont plus montés. Et les types sont montés. Ils sont montés et puis ils ont dû mettre un petit moment, ils ont dû regarder en haut, est-ce qu'ils ont ouvert ou pas ouvert, j'en sais rien. Puis au bout d'un quart d'heure, ils sont descendus chez lui. Moi, il m'avait fait sauver dans l'intervalle, j'étais parti. Et dans l'intervalle, j'étais parti, j'étais gamin, Avec 7 ans. j'avais eu des réactions de gamin, on n'était pas malade non plus à l'époque. Ces miliciens n'étaient pas là par hasard. Les archives du département nous apprennent qu'ils s'étaient mis en chasse de tous les lévis d'Agen ce 19 mai 1944 et que la grue Grande Horloge était leur première étape. Moi, j'avais un objectif, c'était que j'allais reprendre le train, j'allais chercher les chemises, et puis j'allais reprendre le train, puis j'allais retourner à Saint-Quilbrat, j'allais dormir. Et quand je suis arrivé, je suis donc revenu, le monsieur Cécile s'est tué. Qu'est-ce que tu fais là? Il y avait quoi quand même? Il m'a planté dans le fond du labo. Les gars étaient partis quand même, ils sont partis. Et ils m'ont planté dans le fond du labo, et puis ils ont dû aller me chercher comme une franchise, et je suis parti. Mais c'est pour te dire que j'ai jamais su, c'était sûrement les parents qui venaient chercher. Ouais. Ils avaient mission de, à ce moment-là, c'était en 1944, de voilà, dans l'Institut. Tous les gens qui sont. Moi j'ai toujours pensé que tous les gens qui ne se sont pas plantés. Pour ma famille, la guerre s'est achevée. Caché avec de faux papiers et fréquentant l'église et allant à la messe à Auvillard. Pour Loulou dans le maquis landais, puis comme engagé volontaire en octobre 1944 dans les FFI de Vincent-Lapelle. Ses enfants sont présents ici. Marcel, jeune adulte, a été envoyé à Lyon sous un faux nom pour rejoindre son oncle René, soldat français fait prisonnier, puis rapatrié pour raison de santé. Son fils Georges, consul de France à Beersheba, dans le sud d'Israël, est ici avec nous. Denise, seconde de la fratrie Lévy, et son mari Maurice Israël, cachés sous le nom des Humbert, résident à Aiguillon. Leur fils Bernard est un enfant caché, dans une colonie d'enfants puis dans une famille de Nérac. Et Bernard écrit donc à ses parents la lettre suivante. Je vous lis pour ceux qui... Je suis content, je mange bien, toutes des bonnes choses. On apprend des chansons, le dimanche on va à la messe, on fait la prière tous les jours avant de manger. Je pense des fois à toi. Je m'amuse bien avec Robert et Denise et les autres petits camarades. Écris-moi un peu. Je vous embrasse bien fort, toute la famille et ton petit garçon. Bernard est présent ici avec son fils et ses petits-enfants. La fille aînée de la famille fratrie, Janine, alors également mariée et mère et qui vivait sur la commune de Montclar-de-Quercy, y a été raflée, puis a été déportée avec son mari à Auschwitz par le convoi 74 du 20 mai 1944, 15 jours avant le débarquement des Alliés en Normandie. Raymond Marx, son mari, dont voici la fiche de Drancy, n'est pas rentré. Leur fille Françoise, 12 ans, Nicole, 10 ans et Claudine, 5 ans, mises à l'abri dans une institution religieuse de Nègrepelisse, ont été sauvées grâce à l'aide des curés Rollin et Dupont. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Janine sont présents avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous faire part de deux réflexions. Cette reconnaissance survient tard, très tard hélas, car les justes et les personnes sauvées ne sont plus parmi nous. Je voudrais simplement vous dire que dans l'esprit de mes oncles et tantes et de ma mère, ils étaient nommés justes depuis bien longtemps, comme mon oncle en témoigne dans la presse locale de l'Aube en 2002. La cérémonie de ce jour est cependant un hommage rendu à travers le temps qui démontre justement qu'avec la volonté, le temps n'efface rien, aussi bien les atrocités que les actes de bravoure.
Ma deuxième réflexion s'adresse aux jeunes. Il y a parmi nous des adultes, des adolescents qui sont descendants de ces personnes sauvées par les justes. Je pense que vous vous posez la question. À leur place, qu'aurais-je fait? Rester dans le confort de la non-action? Sauver, même au péril de ma vie? C'est une des plus difficiles questions à laquelle il peut être donné de répondre. Je nous souhaite toujours de nous trouver du côté de l'humain, de pouvoir regarder notre propre passé sans rougir jamais. Permettez-moi de citer Simone Veil, qui est, comme un clin d'œil, le nouveau nom de l'école scaligère que fréquentait la petite Colette Lévy, ma mère, de 40 à 44. Elle disait des justes, ils ont non seulement sauvé des vies humaines, mais ils ont également incarné l'honneur de l'humanité, qui grâce à eux n'a pas totalement sombré à Auschwitz. En ayant eu le courage de suivre leur conscience plutôt que les ordres, ils nous rappellent que l'histoire est constituée d'une longue chaîne de responsabilités individuelles et collectives, et que chacun de nous est un maillon précieux qui fait que l'histoire chavire ou au contraire avance. Les justes ont été des lumières dans la nuit de la Shoah. Aux descendants d'Abel-Émile Fondronnier et de Marguerite, et de Simone et André Celsi, et au nom de la grande famille Lévy, j'exprime mon immense admiration et ma gratitude pour le comportement héroïque de vos parents et grands-parents. Je vous remercie. Je suis très émue et je tiens à remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc mes parents, hélas la génération de mes parents, on n'est plus nombreux, il n'y a plus personne, mais je sais qu'ils ont tous plus ou moins connu mes parents et j'espère qu'ils garderont le souvenir plus ému encore et que nous pourrons à notre tour transmettre toutes les valeurs dont nous avons besoin. Et que nous puissions construire avec de l'amour, mais aussi de la vigilance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je remercie toutes les personnes présentes, en particulier les représentants des familles Celsi et Fondronnier, les représentants des instances locales et départementales, les représentants de Yad Vashem, et tout particulièrement Madame Yael Green, dont l'investissement opiniâtre nous permet d'être réunis aujourd'hui. Également M. Michel Victassi, représentant de Yad Vashem pour l'Aquitaine. Donc, nous rendons hommage à mon grand-père, Abel-Émile Michel Fondronnier, qui se faisait appeler Émile, né en 1897, décédé en 1972. Si je prends la parole, je représente aussi toute la famille. À noter la présence de Madame Yvette Tellet, veuve de Jean Fondronnier, chez nous. Ses 4 petits-enfants, dans l'ordre d'apparition, Monique, Joël, moi-même, Michel et Corinne. Monique et Michel sont les filles de Jean. Joël et Corinne, les enfants de Jacques. Le pavillon de Salvan à Saint-Livrable se distinguait par l'inscription sur la façade mot, jour, Nico, première syllabe de nos 4 prénoms. Sont également présents nos compagnes et compagnons, nos enfants et petits-enfants, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants d'Émile. Et nous tous souhaitons associer à la mémoire de Marguerite Allenlou, née en 1901, décédée en 1982, qui fut la fidèle compagne d'Émile, qui a partagé ses valeurs de générosité et d'altruisme, et dont je suppose l'accueil qu'elle a réservé à Louis Lévy, elle l'a rassuré, elle était de nature à le rasséréner. Pépé Émile était un humaniste. Toute sa vie, il a cru en l'homme. Liberté, égalité, fraternité était son credo. Penser aux autres.
Vous allez vous dire encore un homme parfait. Il ne fallait quand même pas trop le titiller. Et sa plume de correspondant de la dépêche à Saint-Livrade pouvait quelquefois être assez rire. Il a un peu triché sur son état civil pour s'engager en 1915. Il a connu les tranchées du nord-est de la France, Soissons, le chemin des Dames, Verdun. Il en parlait peu, pudiquement, avec des mots choisis pour dire l'indicible. Le 10 novembre 18, il était longtemps au téléphone, dans l'attente de l'annonce de l'armistice. Un peu de relâchement, on allume 3 cigarettes avec la même allumette, et on se retrouve le 11 novembre sur le lit de l'hôpital de campagne local, avec un morceau d'oreille en moins et quelques éclats au genou. Il a connu l'heure suivante, en 1939-45. Louis Lévy, Loulou, fréquentait l'école pratique de la Chambre des métiers d'Agen avec son grand copain Jean Fondronnier, Jeannot. En 1943, un prof entre dans la classe et dit « Lévy fout le camp, les Boches arrivent ». Loulou et Jeannot ont le vélo. Est-ce que c'était une préfiguration du Vélib? Je ne sais pas. Toujours est-il que sur des engins qui devaient peser dans les 30 kilos, ils ont rallié la vallée de la Garonne à celle du Lot. Il fallait de bons moyens. À Saint-Livrade, Marguerite les accueille comme elle se signait à le faire. Émile emmènera ensuite Loulou dans son exploitation forestière des Landes, qui abritait aussi des réfractaires au Vestéo et toute autre sorte de réprouvés du nazisme. Ce fut le ciment d'une amitié indéfectible entre Loulou, Jeannot et notre famille. Nous avons eu la chance, enfants et adolescents, de jouer avec les enfants de Loulou lors de visites chez Émile et Marguerite. Mes cousines sont également allées à Chavanges. À l'occasion du décès de Jeannot, Loulou a écrit à ses filles « J'associe à la mémoire de Jeannot le souvenir des camarades qui ont été si gentils avec moi dans les moments difficiles de la guerre, au risque même de leur sécurité. Personnellement, j'ai eu l'occasion de déjeuner au restaurant près d'Épernay avec mes parents et ma sœur dans les années 60, ça devait être 64. À la fin du repas, mon père a voulu payer son écho. Lui, il lui a répondu « Quand tu auras mangé aussi souvent à ma table que moi, à la tienne, tu le pourras. » Merci à vous, oui, pour cette reconnaissance, pour l'affection que vous avez portée à la famille Fondronnier, malgré le temps qui passe et l'éloignement géographique. Merci à vous, Pépé, Émile, Mamie, Marguerite, d'avoir défendu vos belles valeurs et de nous avoir enseignées. Justice, tolérance, altruisme. Nous sommes fiers de vous, qui voulons perpétuer votre façon d'être. Une petite remarque, d'un commun accord, nous avons décidé que Monique, l'aînée des petits-enfants, serait la détentrice de cette médaille et du diplôme. Je vous remercie. De nombreux discours aujourd'hui, j'espère que vous allez tenir le courant encore quelques temps. Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le délégué d'Yad Vashem Aquitaine, monsieur le représentant de l'État d'Israël, chère famille Celsi et Fondronnier, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes réunis après 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour honorer la mémoire de Simone et d'André Celsis et d'Émile Fondronnier, 3 justes parmi les nations reconnus ce jour pour avoir caché et aidé plusieurs membres de notre famille, dont notre oncle Louis Lévy que vous avez vu, et je crois qu'il faudrait indiquer que son épouse Madeleine et ses 3 enfants sont ici parmi nous. Je pense, Mado, que tu peux te lever afin que tout le monde puisse t'applaudir, parce que je pense que... Ces 3 enfants sont à ses côtés. Donc notre oncle Louis Lévy, ma mère Marcel Lévy dont on a parlé, et la mère de Yaël, qui a d'une façon extraordinaire présenté et réalisé le travail qui a permis d'aboutir à ce jour tout à l'heure. Toute notre famille ainsi que nos grands-parents, Gaston et
Thérèse Lévy était donc réfugiée à Agen, au 18 rue de la Grande Horloge. Permettez-moi de poser à haute voix une question qui s'impose en fait à nous. Pourquoi sommes-nous réunis seulement aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-il pas été possible d'honorer non pas la mémoire, mais la présence de Simone et d'André Celsi, d'Émile de Fondrenier, si cette manifestation avait eu lieu il y a 40 ou 50 ans? On sait aujourd'hui qu'il faut du temps, beaucoup de temps, pour gérer, pour digérer les traumatismes, tant au niveau individuel qu'au niveau de la collectivité et de la nation. La Seconde Guerre mondiale a été, sans aucun doute, le plus terrible des traumatismes imposés au peuple d'Europe au XXe siècle. Il aura fallu attendre près de 23 ans pour qu'une jeune femme allemande, qui s'appelle Beate Klarsfeld, gifle en public le chancelier d'Allemagne fédérale Kissinger et rappelle son passé nazi. Il aura fallu attendre 42 ans pour traîner devant la cour d'assises du Rhône le criminel de guerre Klaus Barbie. Il aura fallu 52 ans pour que s'ouvre le procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité. Papon qui, après son rôle dans l'arrestation des Juifs pendant la guerre, a poursuivi une brillante carrière comme préfet de police à Paris, puis ministre dans un gouvernement du président Valéry Giscard d'Estaing. Et il aura fallu attendre 53 ans pour que le président de la République, Jacques Chirac, dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui et qui nous a quittés malheureusement il y a peu, reconnaisse officiellement, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, la responsabilité de l'État dans l'arrestation et la déportation de 13 000 femmes, enfants et hommes juifs. Du côté des victimes, il faudra aussi beaucoup de temps pour que les survivants s'expriment et surtout soient entendus. Quelques-uns, peu nombreux, ont tenté de se faire entendre au retour des camps. Mais ce qu'ils avaient à dire était tellement effroyable qu'ils n'ont pas été entendus et qu'ils ont fini par se taire. Ce n'est qu'après les grands procès de Papon et d'autres collaborateurs vers la fin des années 90 que la voix des survivants s'est fait entendre et que grâce aux travaux de nombreux historiens, on a été en mesure de reconnaître l'iniquité des actes de certains et le courage d'autres, dont nous saluons aujourd'hui l'importance. Le temps n'efface rien, ni les traumatismes, ni les crimes, ni les actes de courage. Mais il est, semble-t-il, nécessaire pour que le passé soit accepté, revendiqué, dans toute sa complexité. Avant de conclure, permettez-moi d'évoquer le souvenir de 3 de nos proches parents qui n'ont pas eu la chance, eux, d'être sauvés par des justes parmi les nations. Mon père, Alex Mayer, dénoncé et déporté à Auschwitz, notre tante, Janine Marx, née Lévy, et son mari, Raymond Lévy, évoqué tout à l'heure par Yael, eux aussi dénoncés et déportés à Auschwitz. Nous aurions tous souhaité que cette réunion puisse se dérouler beaucoup plus tôt et pouvoir remercier directement Simone et André Celsi et Émile Fondrenier pour leur courage et leur humanité. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire et rappelons à nous-mêmes, ainsi qu'aux jeunes générations, que le courage et l'abnégation peuvent défier le destin. Je vous remercie. Monsieur le maire d'Agen, Monsieur le député, Monsieur Alitanzi de Yad Vashem Aquitaine, Monsieur Buguenal, vice-président du comité Yad Vashem Paris, représentant le Consul général d'Israël à Paris, chers membres des familles de Louis Lévy, André, Simone Celsi et d'Émile de Fondrenier, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous célébrons le courage et aussi, surtout même, l'espérance à une humanité plus éclairée.
Madame, Monsieur le représentant de l'ambassade d'Israël en France, votre présence nous honore car votre peuple a décerné le titre de juste parmi les nations à deux agenais, André et Simone Celsis, et ce en reconnaissance de leurs actions pour sauver des vies. Ils ont préservé une vie, direz-vous. Seulement une, diront certains. Et moi je dis que c'est justement là le plus fondamental. Tout être humain a le droit de vivre, quelle que soit sa couleur de peau, son opinion, son orientation sexuelle, sa religion. Notre République, une et indivisible, en est garante par son existence même. Elle rassemble et protège tous les individus sans distinction de sexe, d'âge, de condition. Elle fait de nos individualités une force commune, c'est le vivre ensemble, la laïcité. Ainsi, cet homme et cette femme ont, au péril de leur vie, tout fait pour épargner celle d'un homme, tout entrepris pour qu'ils ne connaissent pas les pires des souffrances, celles infligées par d'autres hommes au nom d'une idéologie ou par fanatisme. En ces heures sombres et dramatiques de 1940 à 1944 pour notre pays, le couple Celsis et tous ceux qui luttèrent contre le nazisme et ses alliés, peu importe, qu'ils furent résistants, FTP, FFI, FFL, maquisards, simples citoyens, tous se sont identifiés à la France, à notre République et à ses valeurs, chacun combattant à sa façon contre l'occupant et les traîtres qui l'aidèrent dans ses macabres desseins à nier la France, à servir notre nation et supprimer des vies. C'est parce qu'André et Simone Celsis ont refusé de courber les chines qu'aujourd'hui, quasiment 80 ans après, il est important de les honorer. Leur geste fut sans nul doute spontané pour eux. Tendre la main à la famille Lévy s'est fait naturellement, et c'est ce qui grandit d'autant plus leur geste. Le temps a passé, les plaies se sont refermées, certes, et nos mémoires ont tendance à oublier les horreurs de la guerre. Les protagonistes ne sont plus de ce monde, et pourtant, n'oublions pas, car l'horreur guette, tapis dans l'ombre. Les extrêmes sont encore là à se repaître de l'ignorance, de la frustration, de la peur de certains de nos concitoyens. Hier juifs, aujourd'hui et demain, qui seront les prochaines victimes de l'indicible? Le conseil départemental entend favoriser partout et en toutes circonstances le dialogue, la pédagogie, afin de bâtir une société fraternelle où le respect et la tolérance ont force de loi. En agissant ainsi, nous voulons nous inscrire dans les pas du Conseil national de la résistance, faire en sorte que les actions menées par des femmes et des hommes tels qu'André, Simone Celsis, Émile Fondronnier ne soient pas vaines, car à chaque geste de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, le danger menace. Leur mémoire est bafouée, eux qui étaient de vrais Français, ouverts d'esprit et généreux. En mon nom personnel et au nom de la présidente Sophie Borderie, présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, que je représente en ces instants, c'est vers vous, les descendants, que je me tourne. Et je tiens à vous dire combien Louis Lévy, André Simone Celsis et Émile Fondronnier sont pour nous des exemples. Combien, grâce à eux, nous savons pleinement ce que le mot humanité signifie. Je vous remercie. Monsieur le député, Monsieur le député, Monsieur le maire, Madame la conseillère départementale, Monsieur le représentant du consul général d'Israël à Paris, Monsieur le délégué Yad Vashem d'Aquitaine, Monsieur le consul honoraire, Mesdames et Messieurs les justes parmi les nations et leurs descendants, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Cette cérémonie marque la reconnaissance d'un peuple, d'une nation, d'une communauté meurtrie envers ceux qui, dans des temps difficiles et dangereux, ont fait œuvre de justice et d'humanité. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de remettre la médaille de juste parmi les nations, à titre posthume, à Madame Simone Celsis, son mari,
M. André Salsi, ainsi qu'à M. Émile Faudronier. Je tenais à remercier M. le maire d'Agen de nous convier à cette cérémonie. Nous sommes particulièrement fiers de mettre en lumière, à vos côtés, ces femmes et ces hommes qui ont su se montrer dignes et courageux. Ils incarnent, avec d'autres, les valeurs de notre pays. Je tenais également à remercier l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, qui par son action, ô combien honorable, nous permet aujourd'hui de célébrer ces héros trop longtemps ignorés. La médaille des justes est remise à des civils non juifs. Des personnes qui, sans contrepartie et sans attendre aucune reconnaissance, ont fait preuve de courage pour sauver des juifs. Des personnes qui, au-delà de leur confort quotidien, ont souhaité tendre la main à leurs semblables en danger, par simple envie de solidarité. Pour toutes ces raisons, nous les remercions. C'est avec émotion, respect et force que nous leur rendons hommage aujourd'hui. Le 18 janvier 2007, dans la crypte du Panthéon, le président de la République, Jacques Chirac, sur proposition de Simone Veil, donnait aux justes parmi les nations de France, reconnues pour rester anonymes, une place légitime auprès des grandes figures de notre pays. Il y avait fait inscrire leur action collective par ces mots, bravant les risques encourus. Ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de la justice, de tolérance et d'humanité. 12 ans après le discours de Plovdiv, le président Jacques Chirac fait entrer au Panthéon ces femmes et ces hommes nommés justes parmi les nations, restés anonymes, à qui les Juifs doivent la vie. Ils s'appelaient André, Simone et Émile. Tous ont en commun d'être des personnes ordinaires qui ont commis des actes extraordinaires. Personnes ordinaires, car ni juifs, ni militaires, ils ont écrit notre histoire. Actes extraordinaires, car tous les trois ont, par un engagement désintéressé, contribué à sauver la vie du jeune Louis Lévy, dont le seul crime était d'être de confession juive. Émile Faudronier, habitant de Saint-Livrade, dirigeait une exploitation forestière dans les Landes. Il y accueillait des résistants et des juifs fugitifs, au péril de sa vie. Le jeune Louis Lévy y a trouvé refuge en 1944, suite à une rafle dans son école. Simone et André Salsis étaient habitants d'Agen et propriétaires de l'immeuble dans lequel vivaient les parents de Louis. Louis s'y est rendu pour récupérer des vêtements. Il a eu la chance d'y rencontrer alors André Salsis. André a usé de tous les stratagèmes contre 2 miliciens venus pour rafler la famille Lévy. Il a su gagner du temps en conversant habilement avec eux pour finalement les mener vers un étage vide, permettant ainsi la fuite de lui. Aujourd'hui, leur courage est honoré en présence de leurs descendants. Je salue Madame Michel Choudruc, qui rend hommage à ses parents. Je salue également Joël Faudronier, qui rend hommage à son grand-père. Mesdames et messieurs, merci d'incarner par votre présence le courage de vos ancêtres et l'histoire de notre nation. Car en effet, selon le mot si juste de Simone Veil dans son discours d'hommage aux justes
au Panthéon en 2007. Les Justes de France pensent avoir simplement traversé notre histoire. En réalité, ils l'ont écrite. Dans une société où la solidarité, le courage et la bienveillance sont plus que jamais des valeurs à cultiver, souvenons-nous de l'action de ces héros. Souvenons-nous et éduquons nos enfants et nos petits-enfants, car l'oubli et l'ignorance sont un terreau fertile à l'incompréhension et à la répétition des erreurs du passé. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, nous enseigne Churchill. Justes de France parmi les nations, vous nous donnez des raisons d'espérer. Merci. Nous allons maintenant écouter d'abord l'hymne national israélien et ensuite la Marseillaise. Merci à toutes et à tous. Nous avons vécu ensemble un moment d'une exceptionnelle intensité. Je remercie toutes les associations qui s'étaient jointes à nous. Bien sûr, la communauté israélite d'Agen, que je salue son rabbin, George. Je salue aussi les représentants de la communauté musulmane d'Agen et les autres églises qui se joignent. Merci à vous. On va vivre maintenant un moment plus léger, mais qui est bien dans notre tradition. Nous allons partager le verre de l'amitié. Tout vient du Lot-et-Garonne. Hein, donc, voilà.